Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 28 novembre à la une de l'actualité. Le message du président de la République à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Le chef de l'État salue le courage des Palestiniens et réitère le soutien de l'Algérie à leur cause juste. Le président de la République a reçu le nouveau secrétaire général du Parti du Front de Libération Nationale, Abdelkrim Ben Mbarak, à la demande de ce dernier. Nous l'écouterons tout à l'heure. Le général d'armée Saïd Chingrikha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, reçoit la présidence tournante du Conseil des chefs d'état-major des pays membres du CEMOC. La session extraordinaire a été marquée par la coordination des efforts face aux défis sécuritaires. Trêve prolongée à Gaza où les Palestiniens qui comptent encore leurs morts tentent de survivre dans des conditions inhumaines. L'aide est insuffisante face à l'ampleur de la catastrophe. Nous ferons un point de situation tout à l'heure. Et du sport pour le top départ du Trek Algeria Trail à Timimoun. Nous écouterons les premiers coureurs à avoir terminé la première étape, épreuve de 182 km. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a adressé ce mardi un message à la veille de la célébration de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, dont voici le contenu. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien dans des conditions particulières et douloureuses, marquées par l'agression de l'occupant barbare sur la bande de Gaza et les territoires occupés. À cette occasion, nous réaffirmons l'engagement constant de l'Algérie à soutenir la lutte légitime du peuple palestinien et sa juste cause pour recouvrer tous ses droits inaliénables et non négociables, en tête desquels son droit à l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec pour capitale Al-Quds Sharif, conformément aux résolutions onusiennes et aux références internationales pertinentes. Nous nous inclinons avec déférence devant les lourds sacrifices du peuple palestinien et ses souffrances prolongées, des complots et des épreuves qui ont visé sa terre, son unité et ses lieux saints. Et rendons hommage à ce peuple résistant en dépit de toutes les violations odieuses auxquelles il est confronté et les tentatives désespérées de liquider sa cause et d'avorter les bases sur lesquelles pourrait reposer toute solution devant mettre un terme à l'occupation et à la tragédie des frères palestiniens. Cette journée de solidarité intervient dans un contexte où le peuple palestinien, dans toutes les régions de ses terres et particulièrement dans la bande de Gaza, fait face à une agression criminelle horrible qui vise à l'éliminer ethniquement. L'occupation sioniste qui a échoué à étouffer la flamme de la lutte dans le cœur de ce peuple résistant tente cette fois-ci en commettant des crimes odieux du rang des crimes contre l'humanité, de l'apartheid et des crimes d'extermination, de l'éliminer existentiellement. C'est une situation qui s'ajoute au siège inique imposé à la bande de Gaza, constitue une persévérance dans le meurtre, la destruction, la provocation de la famine et du désespoir et une atteinte aux principes de l'humanité. Tout cela se produit alors que la communauté internationale et les organes spécialisés des Nations Unies échouent d'une manière honteuse et grave à arrêter la machine de guerre déchaînée contre un peuple sans défense. Cela nous met, nous, promoteurs de la paix juste, devant la responsabilité de redoubler d'efforts, devrait à faire prévaloir les principes et objectifs de la Charte des Nations Unies, de fournir la protection nécessaire au peuple palestinien, de mettre fin à l'injustice historique dont il est victime et de se mobiliser immédiatement pour sauver le processus de paix qui connaît un blocage sans précédent. Cela ne sera possible que si l'on oblige l'occupation à se conformer aux résolutions de la légalité internationale, à s'engager à respecter les règles du droit international et à avancer dans le renforcement des acquis juridiques et diplomatiques du peuple palestinien, notamment en intensifiant les efforts pour permettre à la Palestine d'obtenir la pleine adhésion à l'Organisation des Nations Unies. À cette occasion, je réitère le
rejet catégorique de l'Algérie de toutes les tentatives visant à effacer cette cause juste, que ce soit par l'imposition de la politique du fait accompli à travers laquelle l'occupation tente de porter atteinte à l'identité des lieux saints islamiques et chrétiens dans les territoires occupés, ou à changer leur composition démographique à travers ces politiques de colonisation, ou les tentatives de contourner les vérités de l'histoire et de la légalité à travers des accords fictifs qui ne changeront rien à la substance de la question. Des tentatives dont le destin, comme l'ont confirmé toutes les expériences historiques passées, est voué à disparaître. Je voudrais en conclusion souligner que l'Algérie, qui a payé un prix élevé pour recouvrer sa souveraineté et son indépendance, et dont la terre a été témoin il y a 35 ans de la proclamation de l'État palestinien, demeurera fidèle à son engagement à soutenir les causes de libération et ne ménagera aucun effort pour soutenir la résistance du peuple palestinien jusqu'au recouvrement intégral de tous ses droits. Fin du message du président de la République. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu ce mardi le nouveau secrétaire général du parti du Front de Libération Nationale, Abdelkrim Ben Mbarek, à la demande de ce dernier. Dans une déclaration suite à son audience, le secrétaire général du FLN a dévoilé avoir suivi les conseils du président concernant la réunification des militants et cadres du parti. Abdelkrim Ben Mbarek a réaffirmé le soutien de son parti au programme du président de la République. Je vous invite à l'écouter. Tout d'abord, je remercie le président de la République de m'accorder cet entretien qui entre dans le cadre des consultations bilatérales. J'ai été honoré par cette rencontre, lors de laquelle nous avons abordé plusieurs questions d'actualité prévalant sur la scène nationale et internationale. Nous avons constaté chez le président de la République une forte détermination à servir le pays et à l'unification des militants du Front de Libération Nationale et à travers eux tous les partisans de ce parti. Le président de la République a également exprimé sa volonté de renforcer le front interne et de voir cette formation politique réaliser un bond quantitatif grâce aux compétences scientifiques à même de reprendre le flambeau à l'avenir. Le programme politique de notre parti s'accorde parfaitement avec la vision du président de la République et c'est la raison pour laquelle nous soutenons ce programme qui accorde un intérêt particulier à la jeunesse. Nous avons également enregistré une convergence de vues entre le plan d'action du président de la République et le programme de notre parti concernant les start-up, l'amélioration du pouvoir d'achat ainsi que l'allocation chômage et l'augmentation des salaires. والرئيس في حد ذاته أعطى أهمية كبيرة للشباب والشابات يتقاطع مع برنامج جبهة التحرير الوطني. Dans l'actualité, à l'initiative de l'Algérie se sont tenus ce mardi au niveau du Cercle national de l'armée à Bni Messous. Les travaux de la session extraordinaire du Conseil des chefs d'état-major des pays membres du CEMOC, regroupant l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Cette session a été consacrée à la passation de la présidence tournante du Conseil entre le Niger et l'Algérie, ainsi qu'à l'examen et l'évaluation de la situation sécuritaire prévalant dans la sous-région. Yannis Saïd Belkacem pour les détails. Cette session à laquelle ont pris part aux côtés du général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de brigade Moussa Salaou Barmou, chef d'état-major des armées nigériennes, président en exercice du conseil des chefs d'état-major du comité d'état-major opérationnel conjoint. Le général de division Ouamar Diarra, chef d'état-major général des armées maliennes, le général de brigade Mohamed El Mokhtar Cheikh Menni, chef d'état-major de l'armée de terre mauritanienne, a été consacré à la passation de la présidence tournante du Conseil entre le Niger et l'Algérie, ainsi qu'à l'examen et l'évaluation de la situation sécuritaire prévalant dans la sous-région. À l'entame, l'assistance a observé une minute de silence en hommage aux martyrs palestiniens. Après l'ouverture des travaux de cette session extraordinaire par le général de brigade Moussa Salaou Barmou, en sa qualité de président en exercice du Conseil des chefs d'état-major du comité d'état-major opérationnel conjoint, le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a prononcé une allocution dans laquelle il a souhaité la bienvenue aux hôtes de l'Algérie avant de souligner le grand intérêt accordé par le président de la République aux travaux de cette session et aux actions du comité. Il m'est agréable de prime abord de vous souhaiter ainsi qu'à tous les membres des délégations
qui vous accompagnent les vœux de bienvenue les plus chaleureux en Algérie. Pour prendre part à cette session extraordinaire du Conseil des chefs d'état-major des pays membres du CEMOC. À cette occasion, je tiens à vous porter un message de fraternité et d'amitié de la part du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, qui considère cette occasion comme un événement important pour évaluer de manière objective les enjeux sécuritaires auxquels est confrontée notre région et coordonner avec efficacité et engagement les efforts déployés pour permettre de prendre les décisions nécessaires afin d'atteindre les objectifs sécuritaires tracés par nos pays. Dans ce sillage, le général d'armée a mis en exergue que le Conseil des chefs d'état-major des pays membres constitue un cadre de haut niveau pour évaluer, échanger et orienter les démarches nécessaires à même de conférer à cet important mécanisme de coopération sécuritaire davantage d'efficacité. بالفعل يعقد لقاؤنا اليوم استثنائيا بالجزائر. En effet, notre rencontre aujourd'hui se tient exceptionnellement en Algérie pour ne pas rompre la tradition de passation du relais de la présidence de ce Conseil. Et comme vous le savez tous, elle se tient également consécutivement à la session extraordinaire tenue à Alger le 13 octobre 2022, ayant eu pour objectif clair et bien précis l'entérinement des textes régissant notre comité à même de promouvoir la coopération sécuritaire et la coordination des actions de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière, ainsi que l'arrangement portant statut des personnels du CEMOC. Il est clair que le Conseil des chefs d'état-major des pays membres constitue un cadre de haut niveau pour évaluer, échanger et orienter les démarches nécessaires. À même de conférer à notre mécanisme de coopération sécuritaire davantage d'efficacité à travers l'adoption des modalités pratiques qui s'imposent dans ce domaine. من جودة الأداء والفعالية والنجاعة من خلال تبني الإجراءات التطبيقية التي تفرض نفسها في هذا المجال. Enfin, le général d'armée a réitéré l'engagement de l'armée nationale populaire à poursuivre la lutte contre tous les fléaux qui menacent la région en coordination avec tous ses partenaires au sein du CEMOC. أن أختم أجدد التزامي وتصميم الجيش الوطني الشعبي. Avant de conclure, je réitère l'engagement et la détermination de l'armée nationale populaire à préserver dans sa lutte implacable contre le terrorisme et les crimes connexes et à coordonner ses efforts avec ses partenaires de ce mécanisme de coopération sécuritaire, dès lors qu'il s'agit dans cette lutte de fédérer les efforts et de coordonner nos interventions, chacun en ce qui le concerne, dans son espace de responsabilité, avec la possibilité de se soutenir mutuellement selon les moyens disponibles dans l'objectif de protéger notre espace géographique et renforcer la sécurité nationale de nos pays respectifs. Par ailleurs, cette session extraordinaire a constitué une opportunité pour les chefs des délégations d'exposer et d'échanger les analyses et points de vue sur le contexte prévalant dans la zone d'intérêt ainsi qu'au niveau régional et international. Au terme des travaux de cette session, il a été procédé à la cérémonie de passation de la présidence tournante du Conseil entre le général de brigade Moussa Salaou Barmou, chef d'état-major des armées nigériennes, et le général d'armée Saïd Chingreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire.
Et la prise de l'Algérie de la présidence tournante du Conseil des chefs d'état-major des pays membres du CEMOC, dont le siège se trouve à Tamanrasset en 6e région militaire, intervient en continuité des efforts de coordination et le renforcement de la coopération sécuritaire. Cette dernière bénéficie d'un intérêt particulier de la part du président de la République, Majid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Ceci s'est traduit par l'accueil qu'il a réservé au chef d'état-major, membre du Conseil des pays membres du CEMOC, le 13 octobre dernier 2022, au siège national de l'armée à Nimso. C'était à l'occasion de la session extraordinaire du Conseil des chefs d'état-major et des pays membres du CEMOC abrité par Alger. Une nouvelle dynamique et efficacité avait été insufflée à la coopération, à la coordination opérationnelle entre les pays membres à travers l'entérinement des textes régissant ce Conseil. Activité parlementaire et adoption à l'unanimité par les membres du Conseil de la Nation de la nouvelle loi relative à la presse écrite et électronique et la loi sur l'activité de l'audiovisuel. C'était lors d'une séance plénière présidée par Salah Goudjil en présence du ministre de la Communication, Mohamed Lagab. Ces deux textes visent à adopter, ou plutôt adapter le secteur et la corporation aux dispositions de la Constitution de 2020 et mettre en adéquation les dernières évolutions technologiques de l'audiovisuel, notamment lors de son intervention. Le président du Sénat a salué et a mis en avant la résilience et le courage du peuple palestinien qui subit un génocide depuis le 7 octobre. On l'écoute. Assistant à une offensive sans précédent contre la population sans défense à Gaza. Des crimes abjects sont perpétrés contre les Gazaouis, prétendant la lutte contre le terrorisme. Mais il s'agit en vérité d'une résistance de la lutte d'un peuple pour la libération de sa terre. Grâce au sacrifice consenti par ses enfants et grâce à leur détermination, les Palestiniens ont imposé le respect à l'opinion publique et à reconnaître la vérité et le droit de ce peuple à la lutte et à la résistance. Le président de la République a été parmi les premiers dirigeants à plaider pour l'octroi d'une adhésion à part entière aux Nations Unies pour la Palestine. Le ministre de l'Intérieur des collectivités locales, Brahim Barrad, a reçu ce mardi la rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits humains, Mary Lawler, en visite de travail en Algérie. La rencontre a été l'occasion pour les deux parties d'aborder la réalité et les droits de l'homme dans le pays, notamment suite aux profondes réformes entreprises par le président de la République et consacrées par l'amendement de la Constitution de 2020. Celle-ci se concrétise également à travers plusieurs nouveaux mécanismes qui ont permis d'améliorer la situation des droits de l'homme sur le plan civil, politique, économique et social. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Abdelrachid Tabi, a reçu ce mardi le procureur général de la Fédération de Russie, Igor Krasnov, accompagné d'une délégation. Les deux parties ont passé en revue l'accord cadre de coopération entre les deux pays et les voies et moyens de le consolider, notamment dans le secteur judiciaire. À l'occasion, un protocole d'accord a été signé entre le ministère algérien de la Justice et le bureau du procureur général russe. Il englobe plusieurs secteurs, l'échange d'informations et d'expériences en matière de protection et lutte contre la grande criminalité, notamment le crime organisé transfrontalier, le blanchiment d'argent et les crimes de corruption. Il concerne également les crimes électroniques, l'usage illégal des crypto-monnaies et les actifs financiers numériques, ainsi que la traite des humains, des êtres humains, les crimes environnementaux et le transfert illégal de devises et leur récupération. Le premier président de la Cour suprême, Tahar Mamouni, a également reçu le procureur général de la Fédération de Russie, Igor Krasnov. Poursuite des débats autour du projet de loi de finances 2024 à l'Assemblée populaire nationale. Les députés ont affirmé hier, après la présentation du texte, que le projet a consacré le caractère social de l'État en prévoyant plusieurs mesures permettant de préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Ils ont également mis l'accent sur l'accélération de la numérisation des différents secteurs.
Et cette loi du budget est d'ailleurs la plus importante depuis l'indépendance et pour cause, elle prévoit de nombreuses mesures pour soutenir le pouvoir d'achat des citoyens. C'est ce qu'expliquait déjà hier sur notre plateau l'économiste Mohamed Achir. Il évoquait également un nouvel effort fiscal. Retour sur les plus importantes dispositions du texte par Malika Blel. L'Algérie prévoit le plus gros budget de son histoire pour l'année 2024 avec des dépenses de plus de 15 275 milliards de dinars, dont 18% destinés à l'investissement public. Un budget qui consacre le caractère social de l'État afin de préserver le pouvoir d'achat des Algériens avec des mesures pour tempérer les effets de l'augmentation des prix des matières premières. Il faut noter qu'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises par le président de la République qui concernent directement l'aspect social. Et là, donc, cette loi de finances a prévu donc, ces dotations budgétaires pour prendre en charge ces différentes mesures. Donc, il y a eu d'abord, il faut rappeler l'augmentation d'abord des salaires de la fonction publique, le dégel aussi de la progression de carrière dans la fonction publique. Et ces augmentations vont toucher environ 2,8 millions de fonctionnaires. Et il y a également des mesures sociales qui ont été déjà décidées, c'est l'augmentation de la prime forfaitaire sociale qui passe de 3 000 dinars à 7 000 dinars et celle aussi des personnes à besoins spécifiques qui passe de 10 000 dinars à 12 000 dinars, ainsi que la prime de chômage qui va toucher aussi une population très importante qui dépasse d'environ 2,35 millions de bénéficiaires. Donc tout ça est prévu dans ce texte de loi. Pour ce qui est des mesures prises pour soutenir l'investissement et l'économie nationale, l'État prévoit dans le projet de loi de finances 2024 de poursuivre son effort fiscal. Un effort fiscal de la part de l'État, il y a eu des baisses des RG déjà, il y a eu baisse et suppression de la TAP, il y a eu aussi baisse de la TVA pour certaines activités, donc, et baisse des taxes douanières aussi pour l'importation de certains produits de première nécessité comme l'huile, le sucre. Donc ces mesures vont tenir jusqu'à la fin de l'année 2024. Élaboré sur la base d'un prix référentiel du prix du baril du pétrole de $60 durant la période 2024-2026 et $70 pour le prix estimatif du baril de pétrole brut, le projet de loi de finances 2024 prévoit une croissance économique de 4,2% avec des exportations de biens qui devraient s'élever à près de 50 milliards de dollars en 2024, tandis que les importations devraient augmenter de 7,1%. Ainsi, la balance commerciale enregistrera un excédent entre 2024 et 2026 pour atteindre 6,3 milliards de dollars en 2024, 2,9 milliards de dollars et 4,2 milliards de dollars en 2025 et 2026. Impliquer l'université dans la sphère économique. L'université d'Oran tente de répondre aux besoins du marché du travail en encourageant les porteurs de projets, des domaines comme le dessalement de l'eau de mer. L'intelligence artificielle intéresse particulièrement, nous dit Badia Amarni. Les universités sont aujourd'hui un socle de développement des connaissances et constituent un puissant moteur de l'innovation. Le dessalement de l'eau de mer, l'intelligence artificielle ont les services, autant de projets pour lesquels les étudiants de l'école supérieure polytechnique d'Oran ont pu obtenir des brevets d'invention et des labels d'innovation grâce à l'accompagnement dont ils ont bénéficié. Mon projet consiste en la location d'appartements et des chambres d'hôtel à travers une plateforme numérique avec paiement via carte Dahabia ou d'autres cartes bancaires. Nous comptons par la suite intégrer le paiement par des cartes bancaires à partir d'autres pays. Le transfert de devises se fera par le biais de banques nationales. Notre application est la première du genre en Algérie. Notre projet consiste en un générateur 3D que l'on place au large et qui produit de l'énergie électrique propre grâce au courant et au mouvement des vagues. Nous accompagnons tous les projets innovants des étudiants depuis le début jusqu'à la création de leur start-up. Les responsables de l'école organisent régulièrement des rencontres et des séminaires pour maintenir en permanence le lien entre l'université et les opérateurs économiques.
Ce partenariat doit être efficient en impliquant pleinement les deux parties, l'université d'un côté et les opérateurs économiques de l'autre. Il ne faut pas oublier que la locomotive du développement de l'économie nationale démarre à partir de l'université. En tant qu'entreprise, nous sommes toujours disposés à assister à ce genre de rencontres au sein des universités, car nous contribuons à la formation. Soutien aux projets innovants. L'école polytechnique d'Oron s'est fixée pour objectif d'améliorer les compétences et d'accroître l'efficacité et l'efficience en mettant en place un écosystème entrepreneurial intégré. Il faut souligner que l'école a déposé 29 brevets d'invention dans différents secteurs d'activité. Direction le port de Béjaïa qui connaît des travaux de rempiètement. L'objectif, élargir cette infrastructure portuaire qui n'arrive pas à entièrement satisfaire la demande économique. Une fois les travaux achevés, le port pourra accueillir des navires plus importants. Reportage de Badia Amardi. L'Algérie suit les tendances mondiales dans le domaine maritime. Pour permettre aux navires grand gabarit d'accoster au port de Béjaïa, une opération de rempiètement est en cours. Cette importante opération s'inscrit dans le cadre de la remise à niveau du vieux port. L'actuelle opération, c'est qui va permettre de recevoir le gros navire et supporter des charges et répondre aux caractéristiques de la région, de sismicité. C'est l'opération de rempiètement du quai de la Kasbah que vous voyez en face et du quai de la Passe Kasbah qui s'étale sur une linéaire globale de 400 mètres linéaires. Et donc le renforcement il va se faire sur des fondations profondes, en l'occurrence les pieux, environ 117 pieux qu'on va ancré à une profondeur du côte du projet de 40 mètres linéaires. Cette opération d'aménagement du vieux port de la ville des Hamadites est menée par des compétences 100% algériennes. Il s'agit d'un groupement d'entreprises, deux entreprises, Consider, TP et Miditram, spécialisées dans les travaux maritimes. Donc, ils détiennent de 60 et 40% chacune, des parts, pour un montant global de 2 milliards 396 millions. Et un délai justement, on doit souligner le délai contractuel qui était de 35 mois, ramené à 24 mois sur instruction de Monsieur le ministre des Transports lors de sa visite. Qui a rappelé les instructions de M. le Président de la République en matière de réduction des délais concernant l'ensemble des projets à l'échelle nationale. Le procédé utilisé pour le confortement de ces quais, donc il s'agit de réaliser des pieux chemisés en béton qui sont remplis en béton armé, appuyés à l'arrière par des éléments en béton armé. C'est un procédé qui est maîtrisé par nos entreprises nationales, donc ça ne nécessite pas de faire appel à des entreprises étrangères. D'importants moyens sont engagés pour mener à bien cette opération dont les travaux devraient être achevés en novembre 2024. Transport toujours et bonne nouvelle pour les clients de la compagnie aérienne nationale. Air Algérie lance une promotion exceptionnelle, le tarif sans bagages pour la soute, tout en conservant les 10 kg de cabine. Offre pour les vols entre l'Algérie et la France en vigueur dès aujourd'hui et qui se prolonge jusqu'au 31 décembre de cette année. Je vous propose d'écouter à ce sujet le responsable management chargé de la tarification et des revenus. Il s'exprime au micro de Rina Lerari. Cette action entre dans l'effort fourni par l'Algérie pour répondre aux attentes des clients. Donc c'est diversifier les produits. Donc c'est un premier pas et en même temps pour rester compétitif. Donc, à titre d'indication, un tarif entre l'Algérie et la France, il commence à 17 900 dinars. Et entre la France et l'Algérie, c'est 119 €. Aussi, on peut dire que ce tarif il est combinable. Donc, le client qui achète ce tarif zéro bagage, il peut le combiner avec un autre tarif avec bagage.
Et on fait le point sur la situation en Palestine. La trêve prolongée à Gaza, au grand soulagement des Palestiniens. Ces derniers comptent encore leurs morts. Plus de 16 000 Palestiniens ont été tués et 35 000 autres blessés par les attaques sionistes dans l'enclave. On tente de survivre dans des conditions précaires, inhumaines. L'aide censée pouvoir être acheminée peine à l'être et le peu qui accède reste très insuffisant face à l'ampleur de la catastrophe. Yasmine Massaoudi. Ravagée par la machine de guerre sioniste, la bande de Gaza n'est plus que ruines et décombres. Des immeubles détruits, des familles déchirées et des survivants dévastés. Les plus braves ont profité de ces quelques jours de trêve humanitaire pour revenir s'enquérir de ceux qui restent de leur maison et leur quartier. Nous avons été choqués de constater l'ampleur des dégâts dans notre quartier. Notre maison a complètement été détruite, y compris ma voiture. Tout n'est que gravats. Notre maison est inhabitable. Dans l'enclave, aucun hôpital n'a été épargné par les bombardements. Ceux qui acceptent encore des blessés souffrent de la pénurie de carburant. Les structures de santé du nord de la bande sont complètement hors service depuis plusieurs jours déjà. Cette situation dramatique compromet sérieusement la capacité des hôpitaux du Sud à assurer les soins médicaux indispensables, en sachant que plus d'1,7 million de personnes sur les 2,3 millions d'habitants de Gaza se sont réfugiés au sud de l'enclave. Selon la ministre de la Santé palestinienne, 35 000 blessés sont en attente d'une assistance médicale. Elle a souligné que jusqu'à présent, 470 blessés de la bande de Gaza ont été pris en charge dans les hôpitaux égyptiens, avec l'espoir d'une coordination continue pour l'évacuation d'autres blessés dans les jours à venir. Elle a également insisté sur l'urgence d'acheminer des aides à Gaza qui souffrent d'une pénurie sévère de nourriture et de moyens de subsistance. Nous venons du nord où il n'y a malheureusement aucune assistance médicale. Cette petite fille dont la mère souffre de graves blessures a été touchée à la tête. Dieu merci, nous sommes arrivés sains et saufs malgré le trajet pénible. Pendant que tous les projecteurs sont braqués sur Gaza, l'armée sioniste continue de mener des assauts répétés dans des villages et des villes de Cisjordanie occupés, accompagnés d'arrestations et de tirs de bombes lacrymogènes contre les Palestiniens. Plus de 3200 Palestiniens ont été arrêtés par les forces sionistes depuis le 7 octobre dernier. En ce 5e jour de trêve humanitaire, 10 otages devraient être libérés par la résistance palestinienne en échange de 30 prisonniers palestiniens. Autre peuple opprimé, le peuple sahraoui qui commémore ce mois de novembre les 13 ans des événements de Gdeim Izik. Des manifestants sahraouis à l'Ayoun occupés ont été réprimés dans le sang et beaucoup d'entre eux interpellés alors se trouvent encore dans les geôles marocaines, emprisonnés de manière arbitraire. Ils sont maltraités, parfois torturés et interdits de visite. Malika Blel. Après plus d'une décennie, depuis la condamnation de 24 militants sahraouis à de lourdes peines par un tribunal marocain, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a exhorté le Maroc à libérer immédiatement les prisonniers politiques sahraouis du groupe Gdeim Izik, privés arbitrairement de leur liberté, et à leur accorder une indemnisation conformément au droit international. Dans sa demande, le groupe a mis en lumière les violations flagrantes commises à l'encontre des détenus depuis 13 ans, notamment le refus d'accès à des avocats, des aveux obtenus sous la torture et le manque d'impartialité et d'indépendance de la Cour. Une demande qui a été saluée par les familles des prisonniers résidant principalement dans le Sahara occidental occupé, loin de leurs enfants détenus dans des prisons marocaines à des milliers de kilomètres. Les familles tiendront d'ailleurs une conférence de presse virtuelle le 8 décembre prochain afin d'exiger la libération immédiate de leurs proches et l'exécution immédiate de la décision du groupe de travail par l'occupant marocain. Cette conférence, organisée avec la Ligue pour la protection des prisonniers politiques sahraouis détenus dans les prisons marocaines et le groupe de soutien de Genève pour la protection et la promotion des droits de l'homme au Sahara occidental, est soutenue par plusieurs organisations internationales. Retour dans le pays pour parler sport et top départ ce mardi du Algeria Trail à
Timimoun. Cette compétition sportive emblématique qui réunit des athlètes passionnés, des amateurs de sport extrême venus du monde entier. Une véritable célébration de l'endurance, du courage et de la détermination. La première épreuve a eu lieu, s'est terminée il y a quelques instants. Je vous invite à écouter les impressions des premiers coureurs. A terminé cette première partie de 182 km. Ils sont au micro de Sid Ahmed Bouaray. Il est 6h30 du matin. Les coureurs prennent leur petit déjeuner. Un plus de vitamines avant le challenge qui les attend. 9h30, le coup d'envoi de la course est donné en présence des autorités locales. Les coureurs atteignent le premier checkpoint situé à Irzer, un lieu réputé pour ses grottes et ses qsour. On est parti super bien. Et moi j'avais déjà fait la course l'année dernière, donc je connaissais le début du parcours. Et il a fait chaud sur la fin, mais ça allait encore. C'était formidable, il n'y avait pas trop de vent, c'est parfait. On était tous là à se surveiller les uns les autres. C'est une course magnifique, génial. Qu'est-ce que vous voulez dire de mieux? Il faut venir ici en Algérie. Après s'être ravitaillés et repris leur souffle pendant quelques minutes, ils reprennent la course. Les coureurs passent par Djenan Qaddour et se dirigent vers Jnan El Moulk. L'Algérien Houssine Majen remporte le 50 km avec un temps de 4h28 minutes, suivi de Salah Eddin Zerrari et Abdel Basset Sid. Le parcours était difficile. Alhamdoulilah, j'ai décroché la deuxième place. Ça a été vraiment difficile. Au début, vraiment, c'était bien. Vous savez, le marathon, comme je vous ai dit depuis hier ou bien depuis avant-hier, le marathon, c'est 42 km 195. Et 8 km de plus, moi, j'ai jamais couru. Donc, c'est une découverte pour moi. Si j'ai fait 5 heures de temps, vraiment, c'est une bonne chose pour moi. Le premier de la course du 106 km, quant à lui, devrait arriver vers 1h du matin. Pour rappel, plus de 70 coureurs représentant 15 pays prennent part à la deuxième édition du Trek. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.